Projection de l'Heroic Land de Nicolas Clos et Elisabeth Perceval. C'est déjà la dernière séance de la rétrospective que nous leur avons consacrée. C'est allé vite, trop vite, mais je tiens à vous rappeler que les installations à côté dans l'espace du -1, installations photo et vidéo, ainsi que la salle de cinéma temporaire avec 5 programmes différents, sont eux toujours visibles jusqu'au 2 janvier en accès libre. Donc vous pourrez retrouver le travail de Nicolas et Elisabeth jusque-là encore au Centre Pompidou. Je ne vais pas être plus long que ça, je vais juste dire qu'avec Nicolas et Elisabeth qui ont accompagné très généreusement la rétrospective, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marie-Josée Mondian, qui est philosophe, qui s'est beaucoup intéressée au rapport aux images et qui a publié de nombreux essais, parmi lesquels, par exemple, Le commerce du regard, Homo Spectator, pour n'en citer que deux. Elle a été aussi une compagne de longue date de Nicolas et Elisabeth, voilà, quelqu'un avec qui le dialogue s'est noué depuis longtemps et s'est poursuivi au fil des ans. Avec eux, à leur côté, Raphaël Neuillère, qui est critique de cinéma, qui est l'un des fondateurs de la revue Débordement, une excellente revue de critique et de recherche sur le cinéma en ligne, mais pas seulement en ligne, elle existe aussi en papier, une fois par an. Raphaël écrit aussi pour le Cahier du cinéma, pour la revue Études, par exemple. Et il a, en 2017, au moment de la première mondiale de l'Heroic Land qui était présentée en compétition internationale de film à Marseille, fait un long entretien avec Nicolas et Elisabeth à Débordement, qui est toujours en ligne sur la revue Débordement. Voilà. Je leur laisse tout de suite la parole. Alors, Michel Agier devait joindre à nous, il ne sera pas là, mais j'ai une citation de lui, je vais la lire, qui, à mon avis, renseigné au projet du film, dans un livre qui s'appelle La jungle localique, coordonné en 2018, et écrit peu à peu, une cité et un espace public se dessinent dans l'autogestion. Une ville est née dont tous les composants ont suivi les processus de n'importe quelle ville en formation, mais à une vitesse follement accélérée. Cette ville commence à focaliser l'attention du monde entier, qui comprend bien sa dimension à la fois prophétique et catastrophique, merveilleuse et misérable, utopique et dystopique. Et d'une certaine manière, il me semble que c'est précisément ça que vous avez saisi dans ce film, cette vérité. Bonsoir, bonjour, bonsoir. Je pense que je sais pas, on est un peu entre les deux là. En fait, oui, c'est ce qui se passait en fait. C'est-à-dire que c'est exactement ce qui se passait. C'est la première partie du film, ça s'appelle Naissance d'une nation. C'est le sentiment qu'on a eu la première fois qu'on a posé les pieds dans la jungle. Cette nation, une nation qui était en train de se lever, avec aussi pour nous un projet de cinéma immédiatement d'arriver avec une espèce de conjuration du film de Griffith, Naissance d'une nation. Tout allait très vite, c'était absolument dystopique, pas catastrophique du tout, plutôt une sorte de libération, d'invention d'un mode de vie qui venait comme du futur, comme si ce qui se passait dans la jungle était quelque chose qui arrivait du futur et qui permettait de faire rupture avec les tragédies du siècle passé. Et je pense que quelque part, cette menace de la destruction de la jungle qui a toujours pesé jour et nuit, malgré cette espèce de grand élan fédérateur, est quelque chose qui malheureusement plane dans le monde entier en permanence. La destruction des modes de vie qui permettaient de sortir de la catastrophe. Je vais juste dire un petit mot, c'était bonsoir, bonjour. C'est vrai d'arriver dans ce lieu absolument
fourmillant d'imagination et de créativité, de force et de désarroi et de tristesse. C'était d'être dans un présent. Quelque chose se passait en France à cet instant-là et qui était quelque chose de monumental. Et c'était comment parler de ce présent sans être pris dans une immédiateté de l'actualité. Et c'est-à-dire, je rejoins là, quand on parle du temps. Prendre du temps pour comprendre, prendre du temps pour sentir, pour saisir. Et je te donne la parole sur ce temps. D'accord, oui. dont tu parles si bien. Oh, je ne sais pas si j'en parle si bien que ça. Je crois que c'est vous qui œuvrez de faire un geste d'art qui est la preuve vraiment qu'un documentaire peut être absolument un geste d'art, au sens où vous faites découvrir par une création ce qui s'est créé, ce qui a été aussi une création. Le film est long, très long, beaucoup plus long que la plupart des films, et c'est un parti pris politique, à savoir, êtes-vous prêt à passer 1 heure, 2 heures, 3 heures et plus encore pour écouter, entendre et voir et comprendre ce qui s'est inventé, créé, qui a surgi et ce qui a été détruit aussi de façon parfaitement politique par tout ce qui nous écrase encore aujourd'hui. Le fait de voir ce film aujourd'hui, quand on sait ce qui est en train de se passer dans la forêt de la Biélorussie, au bord de la Pologne, ces jours-ci, c'est-à-dire une jungle au sens le plus catastrophique du monde, les gens sont en train de mourir de froid et dans l'impossibilité absolue de s'allier les uns aux autres et de s'entraider. C'est terrible. Ce qui s'est passé à Calais dans ces années-là est une véritable utopie politique, mais pas une utopie au sens où ça n'aurait pas d'autre lieu qu'imaginaire. C'est une zone, c'est une zone non seulement à défendre, c'est une zone à copier, à savoir que des gens qui viennent de cultures différentes, avec des langues différentes, des religions différentes, totalement une hétérogénéité absolue, parce que beaucoup ont parlé dans les journaux, on parlait de la jungle de Calais comme si c'était une masse un peu informe et homogène, misérable et déplorable, attirant la haine des uns et la commisération des autres. Or, non seulement il faut ni haine ni commisération, mais admiration. C'est-à-dire que ce que provoque la vision de ce film et dont ce film témoigne, c'est de la capacité d'humains dépourvus des moyens parfois élémentaires de la vie et de la survie, ont été en mesure de créer du lien social, un espace organisé dans lequel le commerce des choses et le commerce des signes et l'échange des langues a incarné véritablement des écoles, des lieux de culte, des lieux pour manger, ont créé véritablement, enfin je pense, une espèce d'humanité archipélique, pour reprendre un mot d'Édouard Glissant, voilà, une communauté archipélique, c'est-à-dire dans laquelle tout circule, rien ne fusionne, tout s'individualise, se singularise, et la façon dont vous avez porté une attention particulière au cœur de ce long film à certains couples, à certaines personnes, à des corps, à des gestes, à des mots, parce qu'il n'était pas question de voir une espèce de caméra qui circulait comme ça sur un ensemble, mais au contraire, elle s'approche au plus près, avec un immense respect, avec beaucoup de fraternité, beaucoup d'admiration, beaucoup d'amour. Il est question d'ailleurs des histoires d'amour, des histoires de couple. Tout ça est absolument superbe et demander du temps pour être vu, être montré, être partagé. Il y a des images pour moi qui sont non seulement inoubliables, mais qui font sens. C'est la question. Vous savez, ils veulent traverser la mer, ils sont assignés à une terre, et puis il y a le ciel.
Et dans le ciel, il y a des oiseaux qui, eux, traversent la mer sans bateau. Le regard sur les oiseaux. Il fabrique des cerfs-volants. C'est-à-dire la question du sol, la question de s'élever au-dessus du sol pour pouvoir maintenir la joie des liens au sol auquel on est assigné, aux prisonniers. J'ai trouvé ça magnifique et c'est encore, hélas, sur un oiseau que le film s'achève. Mais sur deux choses singulières. C'est cet oiseau qui meurt et cet homme qui danse. Et on voit toute cet étirement entre ce dont il va falloir faire le deuil, et aujourd'hui on le fait encore, hein. On l'a fait aussi avec ces 27 noyés il y a 15 jours, 3 semaines. Et donc il y a cette question du deuil, et en même temps cette vigueur, cette vitalité amoureuse de la vie, capable de joie, et capable comme ça de s'arracher au sol comme un danseur, c'est magnifique. Là, quand vous aviez raconté comment vous étiez arrivé par hasard, hein, devant cette scène inouïe. Donc c'est un très beau film, mais c'est un film, je dirais, nécessaire en plus. Voilà. Parfois le beau n'est pas toujours nécessaire. Certains ont même défendu l'inutilité du beau pour qu'il soit vraiment beau, ce qui est une erreur. Mais la beauté, là, montre effectivement son efficacité politique et l'engagement non esthète, mais au contraire extrêmement à la fois affectif et politique de ce grand objet, grand et bel objet. Voilà, je dis, je peux dire d'autres choses, mais on n'est pas là pour parler, on est là pour voir. Donc, merci. Peut-être Raphaël. J'ai rien d'aussi préparé à dire et d'aussi bien. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous voulez revenir sur le tournage et sur certains prix, parties de prix. Parce que par exemple, on parlait des écoles, des institutions, etc., qui ont un peu, comment dire, justement construit cet espace et cette ville, mais ce sont des lieux que vous filmez pas. Les écoles ou les églises. Si on n'a pas filmé les écoles... Donc ça c'est un parti très intéressant, peut-être que vous pouvez l'évoquer, par exemple, justement, de ne pas vous être focalisé sur ce qui était vraiment institutionnalisé ou institué comme ça. C'était pas un choix de ne pas filmer les écoles. Si on n'a pas filmé les écoles, c'était que les parents ne souhaitaient pas du tout que leurs enfants soient filmés. Et il y avait les écoles à la fin qui étaient fermées, mais on a connu aussi, quand c'était la saison du soleil et qu'il faisait un peu plus beau, les enfants apprenaient à écrire dehors, c'est-à-dire sur le sable, avec un bâton, puisqu'il n'y avait pas encore de cahier, tout ça qui était arrivé. Et donc c'était incroyable de voir ces époques tout à coup ensemble, c'est-à-dire un portable que pouvait très bien se servir un enfant de 11 ans, 12 ans, 13 ans, et en même temps, comme il y a ces arrière-grands-parents peut-être, apprenaient à écrire l'anglais ou le français dans le sable, puis effaçaient, puis écrire. Et on a bien voulu, mais les parents nous ont demandé de ne pas filmer leurs enfants. Voilà, donc ça je peux que vous le raconter aujourd'hui, alors peut-être qu'il y a eu des photos, des prises de ces cours de langue pour les enfants, mais non, c'était assez protégé pour les enfants, et c'est vrai, tu as raison, nous, il s'agissait vraiment d'aller à la rencontre, dans l'intimité, d'aller voir, rencontrer les gens, et d'entrer dans une sorte de contact, de créer un contact avec eux, parce qu'on savait également qu'ils pouvaient du jour au lendemain disparaître, réussir à la traverser. Donc, c'était des rencontres importantes, bien que c'était des rencontres éphémères aussi. Il s'avère que certains sont restés jusqu'à la fin du film, d'autres sont partis au cours du film, et une chose était certaine, c'est que une fois on a présenté le film ensemble et tu as fait une remarque qui m'a beaucoup touchée. Tu as dit vous n'avez rien filmé du côté des grillages et du mur grillagé. Vous ne les filmez pas comme on observerait derrière des grillages une population comme ça. Et vous êtes allé de l'autre côté. Je pense que c'est le geste important d'un cinéaste,
c'est effectivement d'aller à la rencontre. Ça, c'est le minimum qu'ils puissent faire, c'est d'aller à la rencontre et de passer de l'autre côté, parce que d'entrer dans leur monde, sur leur territoire, et d'en être invité ou pas. C'est-à-dire que dès le départ, cette petite caméra dont on s'est servi était pas plus grande qu'un appareil photo, et on a toujours eu cette caméra sortie, visible. C'est-à-dire que dès qu'on rentrait dans une cabane, dans une tente, ou quand on croisait, ils savaient qu'on était non pas des gens de la télévision ou des touristes, mais on était en train de faire un film. Et quand on voit des personnes régulièrement sur un an, eh bien, ils savaient qu'ils le faisaient avec nous. On n'aurait pas pu faire le film sans eux. Donc on était là pour faire un film ensemble, avec eux, pas sur eux. Voilà. Depuis cet endroit, depuis ce lieu. Et ça, c'était important, et comme tu disais, on se rapproche. C'est un travail très physique, en fait, la rencontre. C'est sensuel, c'est agréable, c'est plein d'émotions. Et de ne jamais changer l'objectif non plus. C'est-à-dire qu'on avait un objectif 25 mm, c'est-à-dire qui n'était jamais... on ne zoomait pas, par exemple. C'est une éthique, on ne zoome pas sur des gens qu'on veut rencontrer. Et on s'approche. Donc pour aller rencontrer ou filmer quelqu'un de près, il le voit. C'est une approche de tout le corps. Donc ça, c'est effectivement une éthique comme ça qu'il y avait sur un certain nombre de choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. En tout cas, c'est une éthique qui est dans tous vos films. Voilà. Je vais dire que ce n'est pas que dans les Héroïclantes, c'est vraiment le rapport au corps filmé est toujours très délicat, et vous ne trompez pas sur la distance. Voilà, vous rencontrez à hauteur d'homme et à distance normale, et ça c'est tout à fait, c'est dans tous les films. Il y a une chose aussi, c'est que par rapport à un film comme La Blessure qu'on avait tourné en 2003, que certains ont peut-être vu, qui est tourné en pellicule avec de la lumière, une équipe relativement importante. Ici, en fait, tout était complètement à ciel ouvert. Et donc, la lumière était extrêmement particulière, et donc on a travaillé qu'avec la lumière existante, toujours. Elle bougeait sans arrêt. Donc, ça a transformé beaucoup l'atmosphère, le climat du lieu, des rapports, etc. Et puis, au-delà de ça, quelque chose s'est révélé pour nous par rapport au cinéma lui-même, par rapport à la capacité qu'a le cinéma de parler du présent. C'est que cette jungle à ciel ouvert, ce lieu, ce no man's land, avec ses 12 000, 15 000 personnes, nous renvoyait à l'Odyssée d'Homère, à Dante, nous renvoyait, mais dans le réel, quelque chose qui était en train de se passer de ce niveau-là. C'est que les grandes aventures humaines, les migrations humaines se passent comme ça. Il n'y a pas besoin de scénario, il n'y a pas besoin de financement, il n'y a pas besoin d'équipe, il n'y a pas besoin de grand-chose, juste cette caméra, l'objectif, toi qui tenais le son, et toutes ces personnes qui étaient là. Donc il y a quelque chose dans la confiance par rapport au cinéma et par rapport au présent, la capacité de filmer, de connecter le présent, de laisser la dimension romanesque comme ça de l'histoire, de la vie, de s'exprimer en direct, là, dans l'instant, à partir du moment où on prend le temps d'y rentrer et puis de voir comment les choses se déplacent tous les jours. Donc voilà, on est très heureux de terminer nos projections par ce film, et puis qui pour nous représente un déplacement dans notre cinéma entier. Mais je pense qu'au-delà de notre cinéma, ce que les personnes que vous allez voir amènent dans le cinéma est un déplacement du cinéma lui-même. Comment être à la hauteur de ces histoires qui sont en train d'avoir lieu devant nos yeux tous les jours. Et là, voilà, notre indifférence et notre pauvre manière de se renfermer dans nos peurs, voilà, ils sont là pour nous dire venez. C'est le monde qui fait. En fait, avec Calais,
On a l'impression que le monde a fait l'évolution en France, quoi. Que d'un coup, le monde entre en France et qu'il a fallu détruire cette apparition du monde en France pour maintenir encore la France dans une sorte de grand camp. Peut-être que c'est la France qui est devenue une sorte de camp, avec des Guinées, bien entendu, contre le monde. Une bonne projection. Et puis, Elisabeth et moi, on sera là à la fin, pas pour discuter nécessairement ici, mais on viendra parce que si vous avez envie de discuter avec nous, on sera de l'autre là. On sera là pour vous dire au revoir. Merci beaucoup.